ça se règle un dossier. Donne ça à un entrepreneur, c'est sûr que ça va se régler. Mais y a-tu un côté sombre à l'entrepreneuriat, tu sais, que tu as vécu, que peut-être que les gens pourraient apprendre? Il y avait des gens, j'ai pas le temps. Encore une fois, un entrepreneur a toujours le temps. Puis moi, la relation que j'avais avec mon père était comme un peu la religion. Là. C'était mon père, c'était mon associé, puis c'était mon meilleur ami. Bienvenue tout le monde. Hey, premier épisode de À ton tour avec Brian Elick. Simon, t'as retenu quoi de ton entretien avec lui? On est chanceux. Le Brian, c'est un entrepreneur en série, plus d'une quinzaine d'entreprises là, qui a été propriétaire, qui a opéré. Aussi, Brian, c'est quelqu'un qui a eu besoin de pauses, de grandes pauses professionnelles dans sa carrière. Mais c'était pas des pauses où il restait chez eux pour se tourner les pouces. Je te dirais qu'il fait des choix pour changer sa vie. Et moi, je dirais, c'est comme devenu le vieux sage de Drummondville. Brian, c'est à ton tour. Salut, Brian. Allô? Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es notre tout premier invité au balado à ton tour de Drummond Économique. Donc, merci. Merci de l'invitation, j'apprécie beaucoup. Moi, je t'ai connu. Moi, je viens pas de Drummondville. Là. Je suis ici depuis quelques temps. Puis, je t'ai connu dans les derniers mois. Tu as été intronisé au bâtisseur de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Puis, les gens me parlaient déjà de toi, mais j'ai vraiment découvert quelqu'un d'agréable, quelqu'un avec toute une histoire. Puis là, on va avoir la chance aujourd'hui d'en apprendre plus. On va creuser des histoires que tu as peut-être déjà parlé à des gens. Même, je suis convaincu qu'il y a des gens que tu connais qui vont en apprendre sur toi aujourd'hui puis sur ta carrière d'entrepreneur. Puis, je veux qu'on commence par le début. Donc, Brian, est-ce que tu as toujours su que tu étais un entrepreneur? Est-ce que tu as fait des études dans ce sens-là ou ça s'est développé sur le tard? Disons que j'ai toujours eu la fibre, entre guillemets, entrepreneuriale. Que ce soit l'école secondaire, tu sais, j'ai été impliqué dans différents comités étudiants, comités voyage, en tout cas, j'aimais ça, puis j'aimais ça organiser. Donc, à ce jeune âge-là, tu dis, tu aimes organiser, mais peut-être que tu aimerais ça pouvoir contrôler ton destin. Alors, la fibre entrepreneuriale, je l'avais, je crois. Je l'ai peaufinée avec le temps. Puis moi, mon père était en affaires, puis essentiellement, j'ai commencé dans une entreprise familiale. On pourra en parler un petit peu tantôt, là, si tu veux. Mais oui, je dois dire que j'avais ça en moi. Je pense qu'être entrepreneur, là, c'est un peu, là, tu sais, tu es un bon athlète, mais si tu performes dans un sport, mais souvent, tu vas t'enligner dans ce sport-là. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir excellent, mais tu essaies de, normalement, t'enligner vers quelque chose qui t'anime et dans lequel tu te sens à l'aise. Puis moi, l'entrepreneurship, là, pendant longtemps, là, c'était mon dada, effectivement. Donc, quand tu es sorti de l'école, tu es allé à l'Université d'Ottawa. Oui, l'Université d'Ottawa. Administration, management. Oui. Donc, quand tu es sorti de l'école, est-ce que tu t'étais dit, bon, ben papa, j'arrive, là, puis je prends l'entreprise, ou tu t'étais donné un petit peu de temps et tu as découvert après que ça t'intéressait? Bien, je m'étais donné un petit peu de levier parce que lorsque je suis sorti de l'université, je suis allé travailler chez un assureur parce que nous autres, l'entreprise familiale, c'était dans l'assurance à l'époque. Pépin Assurance. Pépin Assurance. Ceux qui sont d'un certain âge, qui vont écouter ce balado, vont certainement s'en rappeler sur la rue Duncan. Puis là, maintenant, on est rendu avec une autre raison sociale qui est sur la rue Herriot. Mais après mes études, je suis allé travailler, faire un stage d'environ un an et demi chez un assureur pour connaître l'ensemble des différentes facettes de l'assurance. Bien que j'ai été élevé là-dedans, je ne connaissais pas ça. Je n'avais entendu parler longuement, puis j'aimais ça discuter d'affaires avec mon père, ou discuter de la bourse, ou discuter de l'économie, etc. Fait que c'était vraiment salutaire pour moi d'aller faire cette année-là, quasiment 18 mois. Je suis un assureur à Montréal. J'ai appris à vivre dans une grande ville. Là. Ottawa, c'était beau, là, mais Montréal, c'est encore un petit peu plus phénoménal. Puis là, je suis revenu à Drummondville, travailler dans l'entreprise familiale. Bon, je n'avais pas de destin là, préaligné à savoir est-ce que je deviendrais propriétaire. C'était mon souhait, mais ce n'était pas dans mon cheminement de carrière là, immédiat. À quel âge que tu as décidé de faire la transition ou du moins d'acquérir l'entreprise de ton père? Comment qu'on arrive avec son papa à faire une transaction, j'imagine, autant importante? Ouais. Puis tu n'étais pas très vieux, tu avais quel âge? Je dirais, là, écoute, en 91 environ, là, j'avais peut-être 30, 31 ans dans ce coin-là. J'étais entrepreneur parce qu'à l'époque, si ça ne marchait pas en assurance, je m'étais comme trouvé une porte de sortie. Avec ma conjointe d'époque, on avait acheté une petite boutique, là, une petite boutique de cadeaux, puis je m'étais dit, on va partir ça, on va faire des franchises, etc.
Mais là, ça a comme pas marché parce que cette boutique-là n'a pas levé comme... je dirais pas qu'elle n'a pas levé, elle avait déjà levé, son temps était fait. On l'avait mal enligné. Et puis, je me suis fait voler 2 fois dans 2 semaines. Fait que j'ai décidé, non, on partira pas ça. Puis c'est là que je me suis tourné de bord. Je me suis dit, regarde, je vais me trouver une autre option. Puis j'aimais bien le monde de l'assurance. C'est un monde agréable. On rencontre les gens. C'est un monde social. Puis moi, le social, disons que j'ai été... C'est ta force. Ouais, ben, en tout cas, c'est une de mes forces, j'imagine. Là, j'ai été piqué avec ça. Là. J'ai eu une shot d'aiguille dans le bras pour me dire que c'est un domaine très social. J'aimais ça faire des relations, j'aimais ça développer les affaires. Fait que de fil en aiguille, je le savais que l'entreprise serait à vendre. Mon père était associé avec un autre monsieur à l'époque. Alors, de fil en aiguille, ça s'est présenté comme ça. Puis là, j'ai dit, regarde, j'aimerais ça acheter. Puis si ça ne fonctionne pas, on n'est pas pires amis, j'irai faire autre chose. Mais le fruit était mûr et puis c'est comme ça là, que j'ai décidé de devenir propriétaire de l'entreprise de mon père en 1991-92. C'est quoi la réaction des employés de l'époque de maintenant se faire diriger par un jeune homme de 30 ans alors qu'eux ont beaucoup plus d'expérience que toi? Comment ça s'est passé, cette acquisition-là, mais avec les employés? Ça a super bien été parce que, bon, moi, je suis un petit peu bout en train. Donc, je n'ai jamais changé là, cette façon de transiger puis de me faire des liens avec du monde. Donc, c'était des employés. Mais moi, le mot employé, c'est un grand mot. Moi, c'est collègue de travail. Fait que, il y avait des affaires que je pouvais apporter, des nouveaux correctifs, parce que la gang qui travaillait là, bon, avait un petit peu plus d'âge que moi, évidemment, un petit peu plus d'expérience. Mais moi, du côté management, puis du côté affaires, puis du côté développement, mais j'avais des atouts. Donc, j'ai travaillé avec ces collègues-là. Puis, ça a très, très bien été. Je n'ai jamais senti, au contraire même, on était complices tout le monde ensemble. Là, fait que c'était mon baptême là, comme nouveau propriétaire, là, c'était excellent. Puis, je suis allé à une bonne école parce que moi, mon père, il restait encore là un petit peu. Puis moi, la relation que j'avais avec mon père était comme un peu la religion. Là. C'était mon père, c'était mon associé, puis c'était mon meilleur ami. Donc, il m'a transmis là, beaucoup de ses connaissances, puis on a discuté longuement quand il arrivait des événements quelconques. Là. Fait que, donc, ça s'est très, très bien passé avec des collègues de travail. C'est quoi de faire une transaction dans la famille? On entend tout le temps des bonnes histoires, des moins bonnes histoires. Raconte-moi la tienne avec les membres de ta famille, de vendre juste à toi. Comment ça s'est... Y a-t-il une discussion qui a été faite familiale? Ou, comment qu'on en arrive là? Bien, disons que nous, on n'est pas une grosse famille. J'ai un frère. Puis lui, ça ne l'intéressait pas là, dans le monde de l'assurance. Et puis, bon, tu sais, aujourd'hui, c'est la grosse mode, c'est le reprenariat. Mon père était à une étape, là, on était dans le reprenariat. Puis bon, il a trouvé, puis avec son associé, on trouvait que, bon, j'avais une certaine envergure, puis ça serait correct. Ça s'est vraiment bien fait. Bon, on a... le prix était bon, là, mais mon père m'avait financé une balance de prix de vente. Je pense qu'aujourd'hui, là, quand il y a du reprenariat, là, mais je pense que des balances de prix de vente, il ne faut pas les ignorer. Là, ça devient important. Puis souvent, les gens les financiers que tu vas utiliser sont bien contents, puis surtout quand c'est une personne déjà en place qui peut te financer. Fait que ça, le reprenariat a super bien été. Au niveau de la famille, écoute, il n'y avait aucune jalousie, mais tu sais, je peux comprendre aujourd'hui, là, quand c'est des grandes familles, il y a une rivalité, ça devient difficile, mais moi, je n'avais pas à composer avec ça. Là. C'était quand même relativement facile, mais pas toutes les entreprises dans lesquelles j'ai cheminé, ça a été aussi facile. On va parler tantôt. Tu en as eu plusieurs, là, mais là, la principale, c'est Pépin Assurance. C'est là que ça a commencé pour toi. Puis, Pépin Assurance, il y a eu une transition assez rapide, là, parce que quand tu es arrivé, tu avais une certaine expérience de l'école, de ton stage que tu avais fait, puis tu as changé quand même le modèle assez vite. Le modèle d'affaires que ton père avait établi, tu ne l'as pas gardé très longtemps. Là. Non, parce que lui, il y avait une méthode de gestion là, qui était un petit peu plus... je dirais pas désuète, là, mais c'était pas... Plus archaïque. Plus archaïque. Ouais. C'était pas au goût du jour. Bon, évidemment, quand tu vas à l'université, mais là, tu as des théories, tu as le volet stratégique que tu développes. Eux n'étaient pas nécessairement habilités de faire ça. Tu sais, l'idée de faire des budgets, lui, le budget, là, quand l'argent rentrera, on la dépensera, puis s'il en reste, tant mieux. S'il en reste pas, on travaillera plus fort. Fait que, tu sais, tout ce volet-là, puis j'ai incorporé beaucoup. On s'était nommé des chefs de département, puis ça a vraiment bien fonctionné parce que la presque totalité des gens là, qui étaient des chefs de département étaient
pas de l'ère glaciale, là, mais il n'était pas habitué à ça, mais il était très ouvert. Il avait une ouverture d'esprit. Fait qu'il était prêt. Ah, parfait, on va avoir de la structure. Le lundi, on va savoir ce qu'on s'en va, puis on va avoir nos réunions bimensuelles ou mensuelles. Fait que ça a très bien été. Fait que j'ai amené un style de gestion moderne, on va dire, de mes années d'études, là, de 76 à 80. Fait que ça arrivait aussi avec une belle énergie. Là. Ouais. Ton père peut-être trop, là. Ouais. Ton père, les collègues pourront peut-être le dire, mais tu arrivais justement avec l'énergie de vouloir changer, de faire bien les choses pour le mieux. Fait que c'est certain que des changements comme ça peut arriver. Puis là, de vouloir changer le modèle, est-ce que ça a fonctionné rapidement? Puis c'est quoi le changement exactement que tu as fait? Parce que c'est Assuraction. Oui, bon. Tu as créé une nouvelle identité d'assurance. Pépin Assurance, à l'époque, était un bureau d'assurance générale dans toutes les lignes d'affaires. Okay. L'assurance des entreprises et l'assurance des particuliers. Puis on avait un gros chiffre d'affaires en assurance des particuliers, de l'assurance automobile et habitation. Puis on avait un petit peu d'assurance des entreprises, mais on n'était pas un joueur très présent. Alors nous, parce qu'après ça, je me suis quand même adjoint un nouvel associé qui, à l'époque, était Jocelyn Tessier, qui venait de la banque chez Roynat. Fait qu'il connaissait beaucoup le domaine financier. Puis on s'est assis à un moment donné, puis on s'est fait un nouveau plan d'affaires. On s'est dit, on va spécialiser dans certaines choses. Donc, Pépin Assurance est devenu un bureau d'assurance commerciale et à ça, on a greffé d'autres bureaux d'assurance avec nous pour faire des spécialités. On s'est dit, on va spécialiser dans les PME, des entreprises manufacturières, des entreprises de services, même il y avait de l'agroalimentaire dans ça. Et on s'est dit, on va spécialiser dans un autre secteur qui était le domaine des cautionnements. C'est un secteur qui est très important pour les entrepreneurs qui veulent soumissionner. Après ça, on s'est dit, on va spécialiser dans le transport routier parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs à ce niveau-là. On a également spécialisé au niveau du cargo maritime. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de spécialités à ce niveau-là. Puis, on s'est dardé un petit peu dans l'assurance collective, qui n'est pas de l'assurance de dommages, mais plus de l'assurance de personnes. Fait qu'on on avait ces 5 volets-là. Puis là, ça a parti. Là. Ça a vraiment parti. Ça a pris du temps ou ça a levé dessus? Ça a levé relativement rapidement parce que là, on était peut-être rendu avec 5 cabinets qui s'étaient greffés à nous ou 5 spécialités. On est allé chercher des spécialistes d'autres bureaux chez des assureurs, puis on a parti des bureaux avec eux. Puis, non, c'est devenu, je dirais, dans l'espace d'un an et demi, là, on était devenu là, une organisation de très crédible auprès des assureurs, surtout qu'on avait décidé de spécialiser. Parce que quand tu spécialises... mais tu t'es spécialisé, ouais. mais dans un sens, tu t'es diversifié aussi. Oui. Un petit peu, puis c'est un mot qui est à la mode présentement, de diversifier les marchés. Fait que tu as fait un peu la même chose, mais dans ton domaine à toi. Oui, mais on aurait pu rester uniquement dans le marché des entreprises, assurer une bâtisse, la responsabilité civile, l'assurance automobile. On aurait pu faire ça, mais on est allé chercher des niches vraiment, vraiment particulières. Puis ça nous a permis vraiment une croissance. Par exemple, un entrepreneur qui a besoin de cautionnement, mais lui, il a une belle business. Fait que là, tu vas chercher la business qui va avec ça. Il fait des assurances chantiers. Tu sais, ça devient très important. Alors, en diversifiant, on s'est créé des petits maillons là, avec différentes sociétés. Puis des transporteurs, mais ils ont des entrepôts. Ils ne font pas juste le transport. Puis après ça, ils vont au US, mais le US, c'est un marché différent. Donc, on est allé chercher ces petites spécialités-là qui nous ont fait grandir aujourd'hui. Puis c'est rendu autre chose. C'est plus Assuraction, mais c'est rendu autre chose. T'avais-tu parlé à ton père avant de faire ce grand changement-là? Est-ce que tu avais dit, papa, je vais faire ça avec l'entreprise que tu as bâtie? Est-ce qu'il t'avait challengé ou tu y avais juste pas dit? Il était un petit peu sceptique, mais il savait que j'avais du gaz. Là. Il savait que j'avais du gaz. Puis quand je lui ai dit que je m'associais avec Jocelyn Tessier, je venais de je réglais le dossier avec... Nous, on a fait une grosse démarche qui s'appelait « Vendre nos assurances personnelles à un assureur direct ». Ça ne s'était jamais vu dans le monde de l'assurance au Québec parce qu'il y a 2 rivalités, des assureurs de courtiers, des courtiers là, on représente différents assureurs. Puis, en assurance habitation, on représentait différents assureurs, mais on a vendu tout ce portefeuille-là à un assureur direct. Fait que les assureurs courtiers, ils nous ont regardés, là, puis ils nous ont lapidés. Là. On était comme, comment ça s'appelait, Jeanne d'Arc, là, ils nous ont crucifiés. Puis ça, c'était un gros débat au Québec. On était quasiment les premiers bureaux à faire ça. Fait qu'on avait vendu notre business de ligne personnelle. On était mal vu au sein du monde de l'assurance. Hey, ça n'a pas de bon sens, vous êtes traître, etc. On s'en est fait crier des bêtises. Puis là, mon père, quand il entendait ça, il dit « ça n'a pas de bon sens. Écoute, ça fait 40 ans, 50 ans que l'entreprise existe, puis là, on vient de manger un grand coup là, au niveau de la notoriété. » Mais on a tenu notre tête.
Puis ça a fait le temps que ça devait faire. Puis après ça, là, ça a super bien été. Puis je dirais, dans l'espace d'un an et demi, là, on voyait déjà de gros résultats. Le nombre d'employés dans l'organisation, ça a quasiment doublé ou triplé. Fait que ça a été vraiment là, une belle réussite. La continuité, ou du moins aujourd'hui, tout ça est vendu? C'est pas vendu. Assurection est devenu, depuis, je vais dire, 2012, EGR. Ici, à Drummondville. EGR à Drummondville, mais c'est Drummondville, c'est Québec, c'est Victoriaville, c'est Montréal. Tu sais, c'est au-delà de 300 employés, puis c'est un bureau spécialisé en assurance d'entreprise uniquement avec des niches très particulières qu'on a gardées. Mais moi, il faut dire qu'à l'âge de 48 ans, ça veut dire en 2008, c'est ça, 2008, moi, j'ai décidé de quitter le monde de l'assurance en tant qu'actionnaire. Je suis encore là chez EGR. J'ai vu à tout le développement d'EGR, puis eux autres, ils l'ont amené à un autre niveau, comme moi, je l'avais amené à un autre niveau, au niveau de l'entreprise familiale. Puis je reste encore là parce que c'est des bons copains à moi. J'agis un petit peu comme consultant, garder quelques clients. Mais EGR ont suivi un petit peu le même pattern qu'Assurection a suivi versus Pépin Assurance. Puis aujourd'hui, là, mais c'est une force reconnue là, en matière d'assurance. C'est le fun parce que c'est comme une pérennité. Là, on la voit, l'entreprise. Là, il y a bien des gens dans le reprenariat qui prennent la business puis que ça floppe. Mais là, ça n'a pas été mon cas, puis ça n'a pas été le cas là, des nouveaux associés là, dans le groupe EGR. En parallèle de tout ça, Ouais. de ta belle carrière dans ce domaine-là, tu es quelqu'un qui s'est... On parlait de diversifier tantôt dans ton propre entreprise, mais également tu t'es diversifié en affaires. Je regardais un petit peu ce que tu as fait, là, 17 sociétés que tu as été actionnaire. Actionnaire ou dirigeant à certains égards. 17, c'est beaucoup. Ouais. C'était une après l'autre, c'était en même temps. Comment ça s'est passé? Et puis pourquoi? T'étais pas bien dans ce que tu faisais puis tu avais besoin d'autres challenges, ou c'était des opportunités que tu te faisais dire, bon, mais il faut vraiment que tu apprennes cette opportunité-là, c'est un bon coup. Comment qu'on en arrive à en faire autant? Bien, disons qu'en 2008, quand je décide de vendre mes participations là, dans Assurection, le but, c'était de vraiment là, prendre ma retraite. Mais là, Ça n'a pas fonctionné. Bien, ça n'a pas fonctionné parce que moi, à l'époque, j'ai 48 ans. Puis quand tu as 48 ans, c'est bien le fun. Écoute, j'ai fait de la belle argent. L'argent rentré. Puis je me suis dit, OK, je suis correct jusqu'à la fin de mes jours, mais je n'avais pas pensé nécessairement à mon mental. Puis la problématique est la suivante. À 48 ans, la majorité de tes chums, tes connaissances, tes amis, là, ils travaillent. Là. Fait que, tu sais, les 6 premiers mois, c'est magique. Là, c'est super cool. Tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu prends ton café, tu vas au gym, tu ne te casses pas la tête. Mais après 6 mois, là, tu commences à trouver le temps long. Bon, j'avais fait un bon montant d'argent. Puis là, les opportunités se sont présentées. Tu sais, à Drummondville, comme dans n'importe quelle ville, quand tu vas à une entreprise, les gens, ils le savent. Les chercheurs d'investisseurs, ils le savent. Fait que là, ça vient cogner à ta porte. Puis tu regardes différentes opportunités. Puis au fil du temps, mais il y en a eu 17 en tout. Là. C'est certaines très profitables, d'autres moins profitables, d'autres, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est normal aussi en affaires. Là. Comme au baseball, on ne peut pas frapper pour 1000. Là. Non. Comme dirait notre premier ministre, M. Legault, là, c'est la moyenne qui compte au bâton. Là, fait que non, la moyenne était bonne. Donc, de 48 à aujourd'hui, j'ai 64. Fait que ça fait 16 ans là, que je suis toujours en affaires. Mais maintenant, je ne le suis plus là, depuis 2 ans, vraiment. Là. Mais j'ai fait un gros 14 ans là, de différentes choses. Fait que là, j'étais dans l'assurance, on était dans le service, mais j'ai touché au manufacturing, j'ai touché à la restauration. On le voit avec ton café ouais, ici. Le petit café Morgane, allô balado, là, bonjour. Dans le café. C'est pas toi qui as commencé le projet, non. Mais tu l'as acquis en cours de route. Là. Tu l'as amené plus loin. C'est un reprenariat. Sauf que c'est nous autres, on était les repreneurs. Quand je dis nous autres, moi et mon ami Pour les gens qui Michel. sont en audio seulement, c'est Café Morgane. C'est Café Morgane, oui, c'est ça. Un 800 Morgane, là. C'est ça, on a décidé, on les avait rencontrés, ces gens-là, puis eux autres, ils cherchaient plutôt un investisseur. Puis là, on jasait, puis je pense qu'eux autres étaient rendus ailleurs également. Donc, on s'est lancé là-dedans, moi puis Michel Dagenet, puis ça a fait vraiment là, un très beau succès. Fait que je pense qu'aujourd'hui, là, il y a une quinzaine de succursales à la grandeur du Québec. Ils ont une cuisine centrale où ils font toute l'alimentation. Quand tu es arrivé, c'était quoi le chiffre? Il y en avait peut-être une dizaine, puis il y avait quelques franchisés. Je sais que les franchisés, on les avait rachetés à l'époque parce que, en tout cas,
pour nous, là, le modèle de franchisé, c'était pas un modèle qui collait vraiment à notre réalité. Fait qu'on s'est dit, on va les racheter. On les a rachetés, puis on les a remontés. Puis aujourd'hui, là, on est vraiment là en termes de café. Quand je dis « oh », je suis encore là-dedans. Là. Je vais boire du café chez Morgane 2 fois par jour depuis les 365 derniers jours. Mais c'est ça, c'est une belle entreprise qui... Bon, c'était dans la restauration, tu sais, dans le manufacturing, il y avait une compagnie à Shawinigan qui faisait de la reliure de livres, là, tu sais, des reliures qui fait ça aujourd'hui de la reliure, mais il y a tellement très peu de joueurs. C'était un peu comme on a niché en assurance, mais là, on avait acheté une compagnie qui était très nichée au niveau de la reliure des livres. Mais je te pose la question, ton parcours est fait, ton argent en affaires est fait, tu as des entreprises comme Café Morgane, Marché végétarien, qui sont des places où c'est public, dans le sens que les gens peuvent t'attacher à ce produit-là, puis ça en fait une fierté, tu vois le commerce sur le bord de la route, mais d'acheter une compagnie qui fait des reliures de livres, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi qu'on en arrive là? Bien, évidemment, là, c'est pas glamour, là, sauf que quand tu tombes là-dedans, tu t'aperçois, wow, c'est vraiment... Quand tu vois les budgets, c'est intéressant. Bien, effectivement, là, parce qu'on avait un bon DG puis qui était vraiment structuré. Mais tu sais, à l'époque, là, il y avait des pages jaunes, je ne sais pas si tu le sais, là, mais quand tu pognes le bottin des pages jaunes de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, puis il faut que tu fasses la reliure, parce que les imprimeurs, ils ne font pas ça. Là. Donc, la reliure, c'était un peu un marché très spécialisé. Nous autres, on dit tout le temps aux gens, là, vous avez un caillou dans votre soulier, mais on va l'enlever, votre caillou. Là. Vous allez pouvoir bien marcher, puis personne ne voulait toucher à ça. Fait que tu avais de la reliure de livres, on était longtemps, les bandes dessinées là, américaines, là, en tout cas, ça s'en venait, là, je ne suis pas sûr qu'avec Donald Trump, il pourrait traverser la ligne sans tarif, là. Mais on a fait beaucoup de reliures de bandes dessinées, là, les super-héros, on faisait ça. Écoute, les bottins. On a même relié 2 Bibles qu'on a remis au pape. Ah, ouais. Ouais, ça, c'était vraiment spécial, signé. Puis je sais que l'entreprise, ils l'ont encore, là, une Bible faite dans une reliure là, dorée, là, exceptionnelle. Là, comme le Vatican est plein de symboles. Là, ça avait été vraiment particulier. Écoute, on reliait des livres d'école, vous vous en souvenez. Là, aujourd'hui, là, c'est peut-être la tablette, là, mais il y en a eu des livres d'école, des livres de mathématiques, de catéchisme. Nomme-là, là, on reliait ça. Fait que c'était vraiment une spécialité. Fait que ça venait compléter un petit peu mon volet de niche. On était vraiment d'une niche. Ça, j'aimais ça. Les végétariens, ça n'a pas fonctionné, mais encore une fois, c'était des niches, tu sais, dans le fruit et dans le légume et dans des petits produits, là, des produits locaux. Donc, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, mais avec le vignoble, c'était la même chose. Ouais. On était un petit peu précurseur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de vignobles que ça au Québec quand on l'a parti il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y en a peut-être 160, 170, mais je pense qu'à l'époque, il y en avait à peine une trentaine. Donc, encore une fois, une niche. Il faut croire que j'aime les petits produits, là, les petites entreprises qui sont nichées ou que j'aimais les produits ou les entreprises nichées. Tu vois, il y a un beau défi d'affaires avec ça, puis dans la majorité des cas, tu as amené l'entreprise ailleurs, puis c'est merveilleux. De l'autre côté, maintenant, je veux savoir, l'entrepreneur, c'est le fun parce que souvent, tu es reconnu, les gens sont au courant de ton succès, ça va bien, tu es impliqué un petit peu partout, on pourra en parler tantôt, là, l'importance de redonner dans la communauté. Mais y a-t-il un côté sombre à l'entrepreneuriat, tu sais, que tu as vécu, que peut-être que les gens pourraient apprendre parce que l'entrepreneuriat, ça va vite. Oui. C'est difficile, là, c'est presque 24 heures sur 24. Donc, est-ce que tu as vécu, toi, des moments marquants, là, un peu l'envers de la médaille dans ta carrière? Oui. Tu sais, pour être entrepreneur, on en avait parlé hors d'onde, là. Il faut que tu l'aies la fibre en toi. Là. Ça s'apprend pas. Là. Non. Tu sais, le côté technique peut s'apprendre, là, mais comment avoir des gestes humains puis ta personnalité, ça, c'est difficile à changer. Fait qu'il faut vraiment que tu l'aies à l'intérieur de toi. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a une problématique quand tu vis l'entrepreneuriat. Regarde, ça peut être des journées de 50, 60, 70 heures par semaine. Là. Tu sais, là, tu l'amènes avec toi, le bobo. À 5 heures, là, c'est assez rare quand tu es entrepreneur, surtout d'une PME. Là, le bobo, là, tu l'amènes avec toi si ça ne va pas bien. Les lumières sont éteintes dans le bureau, sont brûlées, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Les poubelles, il n'y a personne qui les a sorties. Tu sacs un peu, mais il faut que tu les sortes parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les sortir. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça qui font en sorte que faut que tu sois capable d'accepter le 50 à 60 heures par semaine. Dans ma vie, puis ce que je suggère à beaucoup de gens, là, parce que ça arrive des fois que je fais des conférences ailleurs que sur des balados, moi, j'ai une pyramide. Puis j'ai toujours eu cette pyramide-là. Puis dans le haut de la pyramide, j'essayais d'avoir la famille. Après ça, en bas à droite, j'avais le niveau professionnel. Puis en bas à gauche, au niveau social. Puis quand la famille est en haut, c'est parfait. C'est ce que j'estime le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est tes proches puis ta famille de proches.
Mais après ça, tu as le niveau professionnel, le niveau de ta business, mais si tu veux que ça aille bien, mais financièrement, il faut que ça aille bien. Si ça ne va pas bien, ça a une répercussion en haut. Puis le côté social, mais si tu veux te créer un réseau, mais c'est important qu'au niveau social, tu participes à la chambre de commerce, tu participes aux activités économiques, tu participes aux activités communautaires, sociales. Puis des fois, la pyramide, elle change. Puis si tu es entrepreneur, puis tu n'es pas capable de vivre dans ces trois éléments-là, puis de réaliser qu'ils vont de temps en temps, là, tu sais, je ne sais pas combien de temps j'ai dit à mes conjointes à un moment donné, quand je ne suis pas là à soir, là, quand il faut que tu y ailles, comme on dit, tu manques le cours de piano ou le concert de ton jeune ou de ta jeune parce que tu es obligé d'aller à une rencontre d'un client. Puis le petit bébé ou la petite fille, elle dit, papa, tu n'étais pas là, tu te sens comme une, comment on dit, tu te sens comme une crotte de nez, là, mais ça arrive, ça, puis il faut que tu sois capable d'accepter ça. Puis moi, un peu, j'ai remis les pendules à l'heure parce que moi, j'appelle ça mon syndrome du bilan. Il arrivait à un moment donné, un certain hiver, j'étais en train de pelleter dehors. Puis, écoute, je m'en rappelle comme si c'était hier, là, une grosse tempête, la neige était flottante, puis tout ça. Puis là, je pelletais, j'avais chaud. À un moment donné, tout ce que je pensais, là, c'est le bilan. Je pense que c'était à l'époque où j'avais acheté mon père, mais j'avais quand même des engagements. Comment je vais faire? Ça m'a tellement, tellement bouleversé que j'ai dû déclarer malade. Là. Tu sais, j'ai fait, on va l'appeler un burn-out. Là, j'ai été 2-3 mois là, sans absolument rien faire. J'ai resté à la maison. Je n'étais pas capable de faire face à mes obligations d'entrepreneur. Puis ça, il y en a beaucoup de gens là, qui vivent ça, puis malgré les autres, ils le gardent à l'intérieur. Mais moi, j'ai su bon de ne pas le garder à l'intérieur. J'ai consulté, ça m'a aidé. Il a fallu que quelqu'un te le dise d'arrêter. Bien, disons que c'est ma petite personne en dedans de moi qui me dit d'arrêter, puis mes amis le voyaient, les collègues de travail. Là, la journée, je suis rentré au bureau le lendemain, j'avais claqué la porte, là, j'étais sûr que la bâtisse allait s'effondrer tellement que j'étais anxieux. Donc, j'ai décidé de prendre un recul puis de consulter. Puis ça m'a fait bien. J'étais dans la trentaine, là? J'étais dans la early trentaine, là, oui, effectivement. Fait que... Puis là, aujourd'hui, là, quand je vois ça venir là, auprès d'autres personnes, là, je suis capable de comprendre assez bien. Puis moi, quand je sentais cette anxiété-là, parce qu'à part jamais, moi, mon thérapeute m'avait dit, Brian, le tempérament, ça va toujours exister, ça. Il faut que tu apprennes à conjuguer avec ça. Ce que j'ai commencé à faire, il dit, le soir, là, si tu penses à telle affaire, tourne pas ça dans le lit, lève-toi, écris, puis va te recoucher après. Libère ta tête. Oui, puis ça, je fais ça souvent, parce qu'un petit peu moins aujourd'hui, là, mais je l'ai fait souvent. C'était une meilleure comment je pourrais dire, la meilleure thérapie qu'il m'a donnée. Lève-toi, complète ça, puis va te recoucher après. Puis ça fait du bien, te libérer, prendre le temps, puis la nuit, au lieu de tourner dans ton oreiller, mais au bureau, à ton bureau, à la maison ou dans le salon, va écrire ça. Fait que ça, c'était un élément pour moi là, qui m'a vraiment aidé. Là, puis il y a d'autres choses un petit peu plus tard qui me sont arrivées, là, puis que je remercie là, ma puissance supérieure là, qui me surveille là, de m'avoir mis sur ce chemin-là de différentes façons de m'aider. Fait que dans la trentaine, il y a cet épisode-là qui arrive. Est-ce que ça a été assez pour, après ça, aller jusqu'à aujourd'hui ou tu as eu d'autres périodes un peu de remise en question ou que tu as dû faire peut-être un arrêt, un pas de recul? Un requestionnement. Oui. Oui, c'est arrivé en 2005. Ouais. J'avais 45 ans, puis j'ai décidé de partir à Compostelle. Okay. Je suis parti à la fête du travail, puis je suis revenu à l'Action de grâce. Sur un coup de tête? Ou ça, non, ça faisait 5-6 mois que j'y pensais. Là. J'avais un de mes copains qui l'avait fait, puis j'étais très proche de lui. Puis il dit, regarde, on devrait essayer ça. Enfin, j'ai fait un petit peu de lecture, mais je voulais quand même pas me faire endoctriner. Là. Je voulais y aller de ma façon à moi. Écoute, c'était, moi je vais répéter le mot, là, c'était salutaire. Ça, c'était vraiment, là, pour moi, là, un moment là, tellement spécial. Pendant 30 jours, ce que tu fais, c'est que tu te lèves le matin, tu marches, puis tu te couches. Puis tu n'es pas Brian Illick, tu n'es pas un père de famille, tu n'es pas un associé, tu n'es pas un ami à personne formelle, tu es Brian Illick, point. Fait que tu rencontres des gens, si tu veux marcher avec des gens, tu veux marcher avec des gens. Si tu veux pas marcher avec des gens, tu vas être seul. C'est bien compris, c'est bien accepté. Fait qu'il y avait des bouts que je faisais là, seul, c'était bien parfait. J'arrêtais de manger mon sandwich sur le bord de la route, puis dans le temps, prendre un petit verre de vin, puis on recommence, une petite bière. Puis la fin de semaine, tu es dans un lieu en Espagne, puis là, c'est le soccer, puis là, tu te mets chum avec tout le monde, puis c'est comme parfait. J'ai adoré ça. Je suis pas un gars qui était très pratiquant à l'époque. Je me souviens à Léon, dans une cathédrale là-bas, là, je dis, je vais aller communier, j'ai rien à faire, c'est un dimanche, j'arrivais là, puis j'entendais les cloches sonner, puis je rentre là. Et là, je m'en vais à la communion, là, ça ne m'était jamais arrivé, là.
Puis tu es habillé en pèlerin, évidemment. Tu es en tracker avec ton sac à dos, puis tes poteaux de mer. Fait que je m'en vais communier. Puis c'est de la vieille méthode, là, le curé qui te mettait ça dans la bouche. Puis là, quand il m'a mis ça dans la bouche, je suis parti à pleurer comme un enfant. J'avais eu comme une vision, là, que, hey, wow, everything is going to be all right, Brian. Tout va bien aller. Puis comme de fait, ça a bien été. À chaque soir, dans ma chambre, là, j'avais mes petits journal. J'ai relu il y a environ 1 an et demi ce journal-là. Et tout ce que j'ai écrit là-dedans, parce que je m'étais dit, c'est comme un cheminement là, que je suis en train de mettre en place. Et tout ce que j'ai écrit s'est réalisé. Pas la semaine d'après de Compostelle, mais dans les 5 ans suivantes, là, mon cheminement, là, il s'est tout réalisé. Dont la vente de mes entreprises, une réorientation personnelle. C'était vraiment là, magique. Et moi, j'ai adoré ça et je suggérerais à tous les employés, à tous les entrepreneurs, prenez le temps. Moi, c'était Compostelle, mais les gens peuvent faire le Compostelle le vendredi en allant marcher à Rivière ou n'importe quoi. Prenez le temps. Rivière, le nouveau Compostelle, j'adore. mais effectivement, je pense que de prendre le temps d'arrêter. Je pense que c'est un peu ça que j'entends de toi, là, de peu importe tu vas où puis tu le fais comment, un entrepreneur, oui, on dit toujours c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine parce que ça t'appartient, mais je pense de te mettre des pauses obligatoires, trouver une façon de mettre des pauses obligatoires, ça peut être bénéfique puis ça peut sauver du temps, ça peut sauver plein de choses. Ça peut sauver ta vie, sérieusement, là. Tu sais, j'en parle pas publiquement, mais j'ai aucune honte à ça. Moi, j'ai eu des problèmes de consommation d'alcool. Et il y a 1 an et demi, j'ai fait une thérapie. Je suis allé chez Jean Lapointe. J'ai adoré. A été 3 semaines sans téléphone, sans radio, sans télévision, sans contact avec l'extérieur, à part une fois par 10 minutes par semaine pour parler à ta conjointe, là. J'ai adoré ça. Là, je suis je suis vraiment là, sur mon X, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis quand je dis Jean Lapointe, c'était pas juste pour arrêter de boire, parce que toute la thérapie qui se fait là-dedans, là, écoute, ils vont te chercher à l'intérieur, là. C'est une psychothérapie, si tu veux, mais de 3 semaines de temps, là, puis tu es contrôlé, tu es regardé, tu es accompagné là, avec des intervenants, là, puis des techniciens dans ça. Là. J'ai trouvé ça. Fait que le but là-dedans, là, c'est que c'est facile comme entrepreneur de se perdre, mais c'est pas mal plus facile de dire, regarde, je vais prendre un temps de recul. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On n'a jamais le temps. Mais les entrepreneurs trouvent toujours le temps. Prenez du temps là, pour un certain recul, là, parce que sinon, regarde, ça donne quoi d'avoir toute cette richesse-là et de ne pas pouvoir en profiter. Tout à fait. Fait que je pense que c'est une bonne leçon que tu donnes aux gens qui nous écoutent. Puis justement, tu es retraité, du moins, tu n'as plus de part dans les entreprises, tu as plus de temps. Je pense que tu donnes du temps aussi à des plus jeunes entrepreneurs, un peu comme mentor, là, mais à des connaissances. Tu n'as pas une firme de mentorat ou quoi que ce soit. Mais justement, tu parles des conseils que tu donnes. Est-ce que c'est ce genre de conseils-là que tu donnes en premier à un jeune entrepreneur? Est-ce que ça peut démoraliser un plus jeune que la première chose qui se fait dire, c'est « va pas trop vite, prends du temps pour toi », alors que, imagine-toi, là, quand tu avais 30 ans, tu me disais tantôt qu'au contraire, tu avais des idées, tu étais fonceur. Comment qu'on approche un jeune entrepreneur quand on fait du mentorat? Bien, quand on fait du mentorat, parce qu'il y a une différence entre le mentorat et le coaching. Hein, parce que le coaching, on va travailler beaucoup sur le savoir-faire. OK? Comment qu'on implante tel processus, comment qu'on va réorganiser l'entreprise, c'est quoi le plan de développement, le plan marketing, c'est quoi. Mais quand on fait du mentorat, on travaille sur l'individu, sur le savoir-être. Donc, oui, toute la dynamique, si tu veux, d'entreprise, on va en parler avec le jeune. Je veux dire, si la business est sur le bord de faire faillite, mais là, tu t'aperçois, je ne dirais pas qu'il va faire faillite, je pense qu'il le sait déjà, mais dans quelle position que ça va te mettre, puis si tu veux te relever de la faillite, comment toi, tu vas t'y prendre? Fait que quand tu fais du mentorat, tu travailles sur le savoir-être de l'individu. Fait que c'est assez rare, tu vas dire, mais regarde, t'es pas là. On n'est pas là pour ça, on ne prend aucune décision. Le but d'un mentor, c'est d'amener l'individu à prendre la décision. Tu l'amènes vers ça. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Regarde, voici des solutions. Voici moi ce qui m'est arrivé. Je ne te dis pas que c'est bon ou pas bon, mais tu amènes un point de vue, puis c'est à cette personne-là de faire la transition. Moi, si j'avais eu un mentor à l'âge de 30 ans, mais peut-être que j'aurais évité le volet psychologique que j'avais là, moi, en train de pelleter et à faire un burn-out en faisant ça. Là. Moi, je pense que ça m'aurait aidé énormément. Du mentorat, quand tu travailles sur le savoir-être d'un individu, ça peut être très, très, très bénéfique. Ça n'enlève rien de la drive de la personne, mais tu peux juste lui dire, regarde, si tu as tel drive,
Mais arrête donc de travailler là, le vendredi à 4 heures, puis recommence le lundi. Tu auras au moins 2 jours et demi là, avec ta famille. Ça, je pense que tu ramènes l'équilibre à l'intérieur. Fait que tu lui demandes qu'est-ce que tu en penses. Ah non, il faut que je travaille tout le temps, j'ai pas le choix, tatata. Mais là, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Là. La famille sera peut-être plus là, puis quand tu n'as plus de famille, ça coûte cher. Puis tu sais, c'est comme. Fait que c'est un peu ça le mentorat. Moi, l'avoir eu à l'âge de 30 ans, je pense que j'aurais bien aimé ça. Mon père aurait pu me mentorer, puis dans un sens, il le faisait, mais il demeurait toujours mon père. Puis un père envers son fils, s'il veut être acerbe, assez difficile, il peut le faire. Puis s'il veut t'épargner, mais il ne dira pas nécessairement les bonnes choses. Moi, comme mentor, je n'ai pas de lien avec les personnes. Là. J'en fais un petit peu là, off the limit, parce que j'ai été dans la cellule de mentorat à Drummondville. Mais ça, à un moment donné, là, j'en avais trop pris. Mais ça arrive des fois qu'il y a des amis qui ont des enfants que je connais un petit peu, mais pas trop, parce que je ne veux pas m'immiscer dans leur vie personnelle, parce que j'en connais d'une façon informelle. Fait que ça. Non, moi, j'adore faire ça, puis ça garde le deuxième étage un petit peu occupé. Là, ça te garde un petit peu dans le match, comme on dit, ouais. sans être trop impliqué. Puis justement, comment tu les trouves, les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui? Est-ce que tu te vois en eux? Est-ce qu'au contraire, ils sont différents? Comment tu les trouves? Bien, sont différents, mais je pense que sont différents, mais je pense que ça suit la vague technologique aujourd'hui. Moi, la technologie, regarde, je fais mes courriels d'attitude, puis un petit peu de Facebook. Puis tu sais, c'est un vieux jeu, je suis un peu un dinosaure. Tu as ton agenda papier. Oui, j'ai mon agenda papier. Oui, moi, je dois absolument avoir mon agenda papier. Ça, c'est traditionnel pour moi. Mais les jeunes aujourd'hui sont vraiment allumés. Et je pense qu'ils veulent également se concentrer sur leur business, mais d'avoir du bon temps. L'horaire, tu sais, on le voit dans les entreprises techno, là, tu sais, ils ont des tables de billard, un petit bar, pas nécessairement prendre un coup, là, mais tu sais, tu vas avoir une belle machine à café, puis des petits sandwichs, tu le vois, puis tu vois de plus en plus d'entreprises qui sont gérées par des jeunes, mais amènent cette philosophie-là. C'est pas le nombre d'heures que tu travailles, c'est la qualité de l'heure. Tu as besoin de bon temps avec ta famille. Fait que les entrepreneurs d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont très, très bien, sont très bien équipés de ce côté-là. Ils ont une bonne vision. Ils ont accès à plein de données que nous autres, on n'avait pas. Écoute, juste ChatGPT, l'autre jour, je voulais écrire une belle petite lettre de félicitations. Bien, je me suis amusé, certain. Une belle petite lettre de félicitations. Moi, je me serais assis là, puis ça m'aurait pris 45 minutes. Écoute, ça a pris 3 minutes. Elle était belle à tabarouette, puis c'était quasiment trop beau pour moi, mais je l'ai corrigé. Ça a pris 42 minutes pour leur corriger. Mais tu sais, aujourd'hui, on a des outils. Les jeunes sont vraiment connaissants à ce niveau-là. Ça les amène à un autre niveau rapide. Mais il y a de la compétition, puis il faut juste qu'il y ait le goût de travailler. Ça, c'est certain que le travail, il ne faut pas t'aies peur de ça quand tu es entrepreneur, parce que tu as des chances de trouver le temps long. Parle-moi de toute l'implication que tu as eue. Je change un peu de sujet, là, mais au niveau de l'implication que tu as eue quand tu étais en affaires, puis même aujourd'hui, tu as redonné beaucoup à la communauté de Drummondville, tes implications avec la fondation de l'hôpital et autres. À quel point que au début, tu le faisais pour, évidemment, la communauté, mais ça t'a positionné aussi comme entrepreneur. Donc, ça a autant aidé tes entreprises que les organismes de Drummondville, qu'un peu tout le monde au final. Comment ça a commencé, ce don-là à la communauté? Puis qu'est-ce que ça t'a donné après? Bien, moi, un petit recul. Moi, mes parents étaient des êtres très, très généreux. Mon père s'impliquait dans différentes activités. Fait qu'on a grandi autour de ça. Moi, redonner au prochain, là, ça a l'air un petit peu cliché, mais c'est tellement important. Puis encore plus quand tu as une entreprise. Parce que, tu sais, dans le monde qu'on vit, puis ça fait longtemps que j'ai cette mentalité-là. Si nous autres, au Canada, au Québec, à Drummondville, on a une belle vie, c'est quoi donner de son temps? C'est quoi donner de son argent si on peut donner les deux? Parce qu'on ne peut certainement pas s'attendre à ce que quelqu'un là, à Gaza puisse aider le monde, puis au Cambodge, que c'est pas facile. Tu sais, il y a plein de pays où ils ne peuvent pas le faire. Même s'ils voudraient le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas l'argent, puis ils n'ont pas les ressources pour le faire. Fait que quand tu es un entrepreneur, je pense qu'il faut que tu sois engagé socialement. Puis socialement, moi, ça m'a tellement apporté là, au niveau de l'âme. Là, moi, je dis tout le temps, là, ça fait longtemps que je suis millionnaire. Je suis millionnaire dans l'âme là, parce que je vois tellement de belles choses, de beaux projets auxquels j'ai eu la chance de contribuer. Tu sais, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, du sportif, de l'économique, du communautaire. J'ai eu la chance, puis j'ai aimé ça. Ça me faisait tellement plaisir. Tu sais, tantôt, je parlais de ma pyramide là, professionnelle, business, on en a parlé, personnel, puis social. Mais social, j'ai inclus ça là-dedans. Puis le réseau qu'on va chercher également, là, tu crées des amitiés dans ça. Là. Tu vois des gens, tu vas faire l'épicerie, puis « Hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Comment ça va ton organisation? » Parce que tu es impliqué. Tu es impliqué, puis il faut que tu aimes ça. Oui. Tu sais, il y a bien des gens « Ah, je n'ai pas le temps. » Encore une fois, un entrepreneur, il a
toujours le temps. Les agendas les plus comblés, c'est les agendas d'entrepreneurs. Mais tu veux que ça se règle un dossier, donne ça à un entrepreneur, c'est sûr que ça va se régler. Même s'il dit qu'il n'y a pas le temps, ça veut dire qu'il y a du temps pour ça parce qu'il est organisé en conséquence. Je pense qu'on a un devoir moral et éthique en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. On fait des profits. C'est beau des profits, là, mais tu n'as pas besoin d'avoir des robinets en or puis de manger du filet mignon entre les soirs. Tu sais, c'était caché, ça fait l'affaire des fois, puis un robinet bien ordinaire, là, ça fait un job. Fait que donne donc un petit peu de ton argent, puis donne donc un petit peu de ton temps ou un des deux. Y a-t-il un événement marquant qui sort de tout ça, de tes implications, là, que ça a été une levée de fonds en particulier ou un événement en particulier qui est dans tes nombreuses implications? Ouais. Ma première que j'avais faite, moi, j'étais dans le club Kiwanis, puis il y avait une personne qui avait besoin d'une transplantation cardiaque et de poumon. Puis ça se faisait pas au Québec. C'était une personne de Drummondville, fait qu'il avait saisi le club Kiwanis parce que par personne interposée. Puis on avait fait une levée de fonds pour que cette madame-là puisse aller se faire opérer à Los Angeles. On avait ramassé, écoute, là, je recule, 88, 87, 88. C'est la première levée de fonds vraiment dans laquelle je m'étais impliqué. Là. On avait ramassé 100 000 $. On l'avait envoyé là, puis elle a vécu longtemps. Ça m'avait vraiment marqué, the power of change. Là, regarde, si tu t'impliques, tu t'investis, c'est sûr que du changement, tu vas en apporter. Puis même si tu ramasses juste 10 000 $ pour l'école anglaise, ils ont voulu construire dans le temps à l'école Chabanel, ça donne des ballons pour jouer dans la cour, là, mais regarde, les petits jeunes, là, ils vont être contents. C'est pas toujours des grands projets, là, j'ai rien contre les gros projets, j'ai aidé dans des gros projets, mais les petits micro-projets, là, beau petit sourire là, quand les enfants jouent dans la cour, ou bien là, quand tu as un bénévole qui va porter un lunch à quelqu'un là, parce que ça n'a pas trop lente ou n'importe quoi, là, ça ne se mesure pas en dollars, hein, ça se mesure en grandeur de l'onde. Souvent, quand c'est des entrepreneurs qui participent à ces collectes-là, le levier est un peu plus facile, est un peu plus grand, le réseau de contacts est plus diversifié. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de s'impliquer. Je termine avec un dernier sujet, Brian. La politique. Oui. Aujourd'hui. Ça dit quelque chose, la politique? Oui. T'as été, je pense, on parle beaucoup de ton volet entrepreneur, mais la politique fait aussi une partie de ta vie, organisateur politique, impliqué partout. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire ou encore est-ce que c'est quelque chose que tu ouvres la porte à faire dans les prochaines années? Non, ça, c'est clair, j'en ferai pas. Je m'en cache pas, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par les partis politiques, parce que moi, de la politique, ça tombe, tu n'étais peut-être même pas au monde dans ce temps-là, là, le référendum, là, le premier référendum dans le temps de René Lévesque. Là, en tout cas, moi, j'étais fédéraliste, puis les gens me connaissent ici à Drummondville, je suis un fédéraliste, je suis un libéral, mais j'ai quand même une ouverture d'esprit très, très saine à ce niveau-là. J'aime beaucoup la politique, que ce soit provinciale, fédérale, municipale. Je suis déçu par moments, là, surtout dans le contexte actuel qu'on vit, là, mais il y a un pouvoir de changement. Parce que tantôt, on parlait de Compostelle, puis je m'étais dit, je pense qu'à l'époque, c'était Bush qui était président des États-Unis, puis je pense que c'était Poutine qui était au niveau de la Russie. Puis j'ai dit, Christy, s'ils venaient marcher pendant un mois, les deux ensemble, moi, on n'aurait pas de problème. Hein? Moi, c'était simple comme ça. Tu sais, des grandes théories, oui, ça marche. Mais la politique, tu as la chance d'apporter des changements. C'est pas toujours le cas. Ça peut être long. Ça peut être long. Puis, ce que je trouve difficile en politique, si je m'étais présenté comme candidat, c'est le jugement. Parce que tu peux faire une maudite bonne job, mais le jugement, puis aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux, là, si quelqu'un ne t'aime pas, grâce à l'anonymat de ces réseaux-là, tu peux en manger toute une quand tu sais que foncièrement, tu ne te lèves pas le matin pour être un mauvais politicien. Là. On a beau dire, il y a des séparatistes, il y a des fédéralistes, il n'y a pas personne dans ces deux organisations-là qui se lève le matin et dit « Moi, je veux le mal du pays. » Ils sont là pour travailler pour une cause. Puis moi, c'est comme ça que... Moi, la politique, j'ai des amis, Normand Jutras, je l'adore, Normand, on a travaillé beaucoup dans le projet du nouvel hôpital, etc. Puis, tu sais, c'est comme... Il doit certainement le savoir. Il sait que je ne voterai pas pour la souveraineté du Québec, mais j'ai tellement eu de plaisir à travailler avec lui, puis des fois, on se titille un petit peu, mais c'est dans le respect. Mais aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi, je ne veux pas aller là. Déjà que l'anxiété, pour moi, est un élément là, que je faut que je fasse attention. Je n'irai pas. On le voit, il y a de moins en moins, mais je ne peux pas m'avancer sur des chiffres que j'ai peut-être pas, mais on croit qu'il y a de moins en moins de gens intéressés par l'affaire de la politique.
peut-être que les réseaux sociaux sont une des raisons. Là. Il y a du bon dans les réseaux sociaux, on s'entend, hein, mais quand c'est mal servi, c'est mal utilisé, là, je pense que, regarde, fait que pour la politique, c'est terminé, pas à la mairie, pas au provincial, pas au fédéral. Tu sais, peut-être un jour, je serai nommé Marguillier, là, j'irai de ce côté-là, là, mais en termes de politique, là, purement dit, là, non, c'est pas, je m'en vais pas là. Puis est-ce que tu vois une corrélation entre un bon entrepreneur puis un bon politicien? Est-ce que tu penses qu'un peut être l'autre? Parce qu'on voit beaucoup des bonnes personnes du domaine privé en politique retourner. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Oui et non. Il y en a de bonnes personnes d'affaires. C'est parce que quand tu es en affaires, tu gères ton projet, tu décides, ça avance ou ça avance pas, tu as pris la décision. En politique, c'est très long. Hein? Je regarde Christian Dubé, il est issu du monde des affaires. Là, il était chez Cascade. Puis, ce pauvre monsieur-là, il n'est pas capable de faire travailler le mammouth, là, le ministère de la Santé. C'est tellement compliqué. Je pense qu'à l'époque, c'était Paul Gobeil. Puis M. Gobeil, c'est un candidat, il était ministre au niveau fédéral. Puis il est en charge d'une grosse bannière alimentaire. Puis ils ont essayé d'apporter des changements. Malheureusement, c'est un gros bateau, que ce soit au provincial ou au fédéral. C'est dur à faire changer. Ça prend une patience d'ange pour être politicien. Puis des fois, si tu attends trop longtemps, mais tu deviens écœuré. Fait que oui, une gestion d'affaires, mais avec la grosse patience, parce que c'est pas évident là, de pouvoir faire changer, virer la barque rapidement, comme on peut faire dans le monde des affaires. Donc, on va te laisser apprécier les prochaines élections qui s'en viennent à tous les niveaux. Donc, merci beaucoup, Brian, pour ton temps, d'avoir été notre premier invité au balado à ton tour là, de Drummond Économique propulsé par Dupuis Images. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté d'affaires de Drummondville, la communauté en général. Puis, je te souhaite des bons moments. Bien, merci, puis longue vie au balado. Merci.